Bonjour, nous allons commencer cette formation UML 2.0, 2.5 aussi. On va aborder deux grandes parties, à savoir introduction à la modélisation orientée objet et modélisation objet élémentaire avec UML. Avant de commencer de parler de la modélisation, il faut parler des systèmes informatiques. Un système informatique, il est fait essentiellement de logiciels, mais aussi du matériel. Pour ce qui est de la fabrication du matériel, elle est standard parce que les composants de l'ordinateur ils sont connus et leur construction il est standardisée au niveau du marché. Donc on n'a pas vraiment de problème. Pour ce qui est du logiciel, on a des problèmes liés à la construction de ce logiciel. La raison pour laquelle il faut parler de la crise du logiciel. La crise du logiciel, il a fait qu'une étude effectuée en 1985 par Standish Group a dit que, en étudiant 8380 projets, 16% des projets ont donné satisfaction, 53% des projets ils ont fait face à un dépassement de délai, de budget et non-respect de fonctionnalités, et 31% des projets ont été abandonnés. Donc, le taux de succès décroît avec la taille des projets et la taille des entreprises. Donc, un logiciel qui ne donne pas satisfaction au client final, ou bien qui dépasse le budget, ou bien qui dépasse les délais, ou bien qui ne traite pas à 100% les fonctionnalités qui ont été fixées au début, c'est un logiciel qui a échoué et qui ne peut pas être déployé. C'est la raison pour laquelle la discipline du génie logiciel a vu le jour pour répondre à la question comment faire un logiciel de qualité et comment satisfaire les critères de qualité de l'utilisateur final. Donc, ici, en parlant de logiciel, donc on peut citer des critères pour évaluer la qualité d'un logiciel. Donc, comment dire ou bien comment évaluer que le logiciel qu'on a élaboré est un logiciel de qualité. Et donc, il faut qu'il répond aux critères suivants: l'utilité, l'utilisabilité, la fiabilité, l'interopérabilité, la performance, la portabilité, la réutilisabilité et la facilité de maintenance. L'utilité, c'est qu'il répond aux spécifications ou bien aux exigences du client. Donc, ce qu'a demandé le client final, le logiciel, il répond à cette demande. L'utilisabilité, c'est une facilité d'utilisation. L'utilisateur final, il peut manipuler le logiciel sans avoir besoin des formations très approfondies et très compliquées. La fiabilité, il faut que les informations et les résultats que donne ce logiciel, ils sont conformes à la réalité et ils sont intègres. L'interopérabilité, il faut que ce logiciel interagisse avec d'autres logiciels qui existent ou d'autres systèmes qui existent. La performance, il faut que ce logiciel réponde efficacement à la demande du client final et permet d'effectuer les fonctionnalités métiers qui lui ont attribuées. La portabilité, il faut que ce logiciel soit capable d'être déployé sur les différents systèmes d'exploitation. La réutilisabilité, il faut que ce logiciel soit capable d'être mis à jour et élargi selon le changement de besoin ou bien l'évolution du besoin de l'utilisateur final. La facilité de maintenance, si on trouve un bug ou un problème au niveau de ce logiciel, on doit être capable de corriger sans aussi bien avoir des dépassements de délai et de budget. C'est la raison pour laquelle le cycle de vie d'un logiciel est très important. Donc, le processus de fabrication dans l'industrie en général, il est garant de la réussite du produit. Pour obtenir un système de qualité, et là, je parle de système parce que la modélisation UML, c'est une modélisation essentiellement faite pour le logiciel, mais aussi une modélisation qui peut faire de l'ingénierie des systèmes ou bien la modélisation des systèmes en général. Donc, je peux dire que pour obtenir un système de qualité, il faut maîtriser le processus de fabrication ou le processus d'élaboration. C'est-à-dire, il faut suivre ces étapes, une étape après étape, en respectant les spécificités de chaque étape. Pour ce qui est des étapes de développement d'un système logiciel ou de réalisation d'un système logiciel, il faut d'abord étudier la faisabilité ou analyser les besoins, faire des spécifications, faire de la conception, faire de la réalisation ou bien du codage, faire des tests et enfin de la maintenance. Pour ce qui est de l'étude de faisabilité, c'est comprendre les besoins du client, les regrouper et
les cadrer. Pour ce qui est des spécifications, il faut analyser ses besoins et déterminer les fonctionnalités du logiciel qu'on va réaliser. Pour ce qui est de la conception, et c'est la phase essentielle qu'on va aborder lors de cette formation, donc dans cette formation, on va faire de la conception, il permet de déterminer la façon avec laquelle le logiciel fournit les différentes fonctionnalités recherchées. Pour ce qui est de la réalisation, c'est le codage du logiciel avec un langage de programmation. Pour les tests, il faut tester ce logiciel au niveau unitaire, mais aussi le tester au niveau général lors de son déploiement. Pour la maintenance, il faut être capable de corriger les différentes erreurs et bugs qui surviennent lors de la manipulation ou l'utilisation du logiciel. Alors, il est temps de se poser la question, qu'est-ce que c'est que la modélisation? La modélisation, c'est un passage de la réalité vers un modèle qui va être implémenté soit sur un ordinateur ou bien sur un autre système. Donc la réalité, il est fait de représentations mentales, il est fait d'objets, de choses, de connaissances, de règlements, tout ce qui tourne autour de nous dans le monde réel. En faisant de la modélisation, on traduit ces représentations mentales en représentations schématiques, en formulations qui sont rigoureuses et strictes, qui vont être implémentées par la suite sur un ordinateur ou un système. Un modèle. Qu'est-ce qu'un modèle? Donc, on a vu ce que c'est que la modélisation. Donc, un modèle est une représentation abstraite de la réalité qui exclut certains détails, certaines choses qui ne servent pas grand-chose pour mettre en place le système. Mais, grosso modo, c'est une représentation abstraite du réel. Il assure 3 points essentiels, à savoir la représentativité, la généricité et l'abstraction. La représentativité, c'est une représentativité des objets et des choses existantes dans le réel. La généricité, ça permet de mettre en place un système qui est générique et non pas une particularité ou bien une itération du système. L'abstraction, c'est une représentation abstraite du monde réel qui permet de mettre en place un système qui répond à un besoin spécifique. Donc, un seul sujet d'étude peut avoir plusieurs modèles. Donc, si on fait une modélisation pour un système en général ou bien un logiciel en particulier, ça ne signifie pas qu'on a une seule solution ou bien un seul modèle qui est valable pour ce système. Chacun de nous peut proposer une modélisation différente de ce système. Il existe plusieurs langages de modélisation. Donc, un langage de modélisation, c'est un langage qui permet de représenter un modèle. Donc, il doit définir la sémantique des concepts, c'est-à-dire leur sens, la représentation de concepts, leur forme, les règles de construction et d'utilisation des concepts. Donc, c'est la façon avec laquelle il faut construire ce système. Ces différents langages ont différents niveaux de formalisme. Donc, on a des langages qui sont formels et d'autres qui sont semi-formels. Donc, tout ce qui est formel, il relève souvent d'un modèle mathématique. Ce qui n'est pas formel, donc, c'est une représentation graphique qui a un pouvoir d'expression plus facile, mais moins abstrait que le modèle formel. L'industrie du logiciel dispose de nombreux langages de modélisation. On a des langages, bien des méthodes qui sont dédiées aux systèmes procéduraux tels que la méthode Maurice, qui permet de concevoir les systèmes d'information et les bases de données relationnelles. On a aussi le ROM et le SADT pour les systèmes temps réel. On a OMT, Bush et UML éventuellement pour les systèmes orientés objets. Donc, la modélisation, principalement, il se base sur ce qu'on appelle la décomposition fonctionnelle. Qu'est-ce que c'est que la décomposition fonctionnelle? Donc, la décomposition fonctionnelle est une approche qui est plutôt descendante. La descendance vient du fait qu'on décompose une fonction globale en sous-fonctions jusqu'à l'obtention d'une fonction simple à appréhender et donc simple à programmer. Donc, comme le représente le schéma ici, donc on a la fonction principale. La fonction principale, elle est subdivisée en 3 sous-fonctions. Et chacune de ces sous-fonctions, elle est encore subdivisée en 2 sous-fonctions. Donc, c'est la fonction qui donne la forme du système. Pour ce qui est de la modélisation orientée objet, donc là, la conception orientée objet, qu'est-ce que c'est que l'orienté objet? L'orienté objet, c'est un paradigme qui permet de représenter les choses du réel ou bien le monde réel en objets, tels que les objets qui existent dans le monde réel. Donc,
l'orienté objet, c'est un paradigme qui fait une symétrie entre le monde réel et entre le système qu'on veut modéliser ou qu'on veut mettre en place. Et donc, il est fait de classes et les classes, ils contiennent ou bien ils peuvent être instanciés en plusieurs objets. Chaque classe, éventuellement un objet caractérisé par des attributs, bien sûr par un nom, par des attributs et par des méthodes. Donc la conception orientée objet est une méthode qui conduit à des architectures logicielles fondées sur les objets du système plutôt que sur la décomposition fonctionnelle. Donc là, je souligne que pour ce qui est des systèmes procéduraux, donc on se base principalement sur la décomposition fonctionnelle, comme la méthode Meurice. Et donc, le système, il est décomposé en un ensemble de fonctions, et chaque fonction en sous-fonctions, et ainsi de suite. Pour le paradigme orienté objet, ou bien pour la modélisation orientée objet, on se focalise sur les objets qui interagissent les uns avec les autres pour construire le système. Et chaque objet à part entière, il a ses caractéristiques qui sont statiques et il a des méthodes et des fonctions qui sont dynamiques et qui effectuent des tâches au niveau de ce système. Et donc, on peut partir des objets du domaine et remonter vers le système global en approche ascendante. Mais il est à noter que l'approche objet n'est pas seulement ascendante, mais il est tantôt ascendante, mais aussi descendante, et on va le voir dépendamment des différents diagrammes qu'on va aborder, c'est-à-dire des différents points de vue à travers lesquels on aborde la modélisation orientée objet. Unified Modeling Language. Donc, au milieu des années 80, les auteurs des trois méthodes qu'on a vues pour la conception des systèmes orientés objets, à savoir Bush, Oz et OMT, ils ont décidé de créer un langage unifié qui a pour objectif la modélisation des systèmes orientés objets. Et donc, ayant pour objectif la modélisation avec des concepts qui sont exécutables en utilisant des techniques orientées objets, réduire la complexité de la modélisation et créer un langage qui est utilisable par l'homme comme par la machine. La particularité du langage UML, d'abord UML est un langage, c'est pas une méthode, c'est pas une démarche, c'est un langage donc qui est utilisable et pour l'homme, donc le concepteur, donc le travail qu'on va faire ensemble durant cette formation, mais aussi par la machine. Comme vous le savez, il y a des logiciels, je vais vous les montrer, qui permettent de modéliser en utilisant le langage UML. Donc, ayant bien sûr une représentation graphique avec des dispositifs qui sont formels, suffisants pour être traduits automatiquement en code source. Et donc, officiellement, UML est né en 1994. Une deuxième version du UML 2.0, a vu le jour en 2005. Donc, il s'agit d'une version qui est majeure, qui est plus stable, avec une représentation radicale et large des champs, et ayant un large périmètre d'application, donc comme ce que je viens de dire au début, sans l'utilisation en ingénierie des systèmes. Et donc, le Unified Modeling Language n'est plus restreint à partir de sa deuxième version au logiciel, mais il est aussi généralisable pour les systèmes en général, donc système industriel, système électrique, système autonome, etc. Il y a une version 2.5 qui a vu le jour en 2012, et cette version 2.5, on continue à avoir de nouvelles éditions avec des petites modifications, des petites spécifications par rapport à certains modèles. Donc le support de cours, il est basé sur la version 2.5 avec sa 4e édition en 2016. Passons maintenant à la modélisation objet élémentaire avec UML.